La célébrité nous vend du rêve et une beauté éternelle. Mais le temps, lui, il ne négocie avec absolument personne. Dans cette émission spéciale, on va vous dévoiler 10 à 7 stars que les années ont métamorphosées du tout au tout. Des visages qu'on ne reconnaît même plus, des vies marquées par trop d'excès et une obsession maladive pour la perfection. Alors, préparez-vous bien, parce que certaines de ces histoires sont tellement choquantes qu'on a du mal à croire qu'elles sont réelles. Igor et Gritchka Bogdanov. Dans les années 80, ces deux noms étaient synonymes de pur génie scientifique. Ces jumeaux français d'origine russe avaient des esprits brillants, des visages parfaitement symétriques et un charisme fou qui hypnotisait des millions de téléspectateurs. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient différents. Tout a commencé en 1976, quand ils ont débarqué à la télé française pour présenter une émission de science-fiction révolutionnaire. Leurs combinaisons futuristes argentées et leur façon énigmatique de parler de l'univers ont fait d'eux de véritables icônes instantanées. L'Europe entière était à genoux devant ces jumeaux venus du futur. Ils sortaient des livres à succès, donnaient des conférences et inspiraient toute une génération qui rêvait de percer les mystères du cosmos. Mais ensuite, quelque chose a basculé. À partir de l'an 2000, une obsession pour la perfection physique s'est emparée d'eux. Ils voulaient vaincre le temps. Ils voulaient stopper net le processus de vieillissement et ce qui n'était au départ que de simples petites retouches esthétiques a fini par devenir une expérience sans aucun retour possible. Les injections, les implants, les chirurgies lourdes de leur visage ont commencé à muter. Leurs joues ont gonflé de manière démesurée. Leurs pommettes se sont durcies et leurs mâchoires se sont allongées. Jusqu'au jour où le monde a cessé de voir les brillants jumeaux scientifiques pour ne voir que deux caricatures humaines, les réseaux sociaux les ont transformés en mèmes cruels, et la presse à scandale en a fait un objet de moquerie constante. Pourtant, derrière ces masques de silicone, c'étaient toujours les mêmes hommes qui avaient rêvé de déchiffrer l'univers, sauf qu'ils étaient devenus l'expérience vivante de leur propre obsession. En 2021, le destin a écrit leur dernier chapitre. Grishka et Igor sont morts à quelques jours d'intervalle, emportés par cette même maladie qui a paralysé la planète entière. Et c'est ainsi que les frères qui voulaient défier le temps ont finalement été vaincus par lui. Aujourd'hui, leur visage reste sur Internet comme un avertissement éternel. Passons à l'histoire de Gary Coleman. À la fin des années 70, le monde entier a craqué pour le sourire d'un petit garçon, Gary Coleman. À peine âgé de 10 ans, il est devenu la superstar de la série Arnold et Willy, une comédie familiale qui a explosé les records d'audience aux États-Unis et qui s'est exportée dans plus de 100 pays. Il avait un charisme irrésistible et un talent inné. Chaque geste, chaque phrase qu'il prononçait déclenchait des éclats de rire. À 10 à 8 ans, il était déjà millionnaire et célèbre dans le monde entier, mais on sait bien que la gloire, quand on est enfant, a souvent un prix dévastateur. Quand la série s'est terminée, Gary a découvert avec horreur que ses propres parents et son agent avaient dilapidé la quasi-totalité de sa fortune. L'enfant qui avait fait rire la planète entière se retrouvait totalement sans rien. Pire encore, sa maladie rénale, celle-là même, qui avait stoppé sa croissance, a commencé à détériorer gravement sa santé physique et mentale. Il a essayé de continuer à jouer la comédie, mais les rôles se sont évaporés. Hollywood l'a tout simplement oublié. Dans les années qui ont suivi, son nom est revenu à la une, mais pour toutes les mauvaises raisons. Des arrestations, des conflits familiaux sordides, un mariage raté. Les caméras qu'il avait adorées autrefois le montraient maintenant fatigué, vieilli et plein d'amertume. Il vivait de petits boulots et d'apparitions nostalgiques dans des conventions. Et en 2010, un accident domestique a mis fin à sa vie tragiquement. Il avait seulement 42 ans. Gary Coleman est passé de l'enfant chéri de la télé à l'un des cas les plus douloureux d'oubli médiatique. Son histoire nous rappelle encore aujourd'hui que, dans l'univers impitoyable du spectacle, rien ne vieillit plus vite que l'innocence. Parlons maintenant de Draco Rosa. Dans les années 80, le nom de Robbie Rosa était synonyme de jeunesse, de rythme et de pur désir. C'était l'un des visages les plus adorés de Menudo, ce boys band portoricain qui a déclenché une hystérie collective à travers toute l'Amérique latine. Au Brésil, au Mexique, en Argentine, dans chaque pays,
des foules de filles hurlaient son nom, lui lançaient des lettres, des fleurs et des promesses d'amour éternel. Robbie, c'était le rebelle, le silencieux, celui qui était le plus énigmatique de la bande. Il avait 15 ans, mais le monde le regardait comme s'il était une étoile tombée du ciel. Pendant la fièvre Menudo, lui et ses potes ont vécu ce que peu d'ados pourraient supporter, une gloire mondiale. Des tournées qui ne finissent jamais, des lumières qui ne s'éteignent jamais. Mais l'éclat de la scène a souvent un coup caché. Avec le temps, Robbie s'est éloigné de l'image du garçon parfait pour devenir un artiste tourmenté, introspectif, presque invisible. Il a troqué les studios d'enregistrement bruyants contre la solitude apaisante d'une guitare et les caméras contre le silence d'une vie privée. Aujourd'hui, à 53 ans, Robbie Rosa est un tout autre homme. Son visage, autrefois lisse et angélique, se cache maintenant derrière une barbe épaisse et des cheveux longs et rebelles, comme s'il cherchait à se protéger de son propre passé. Beaucoup de ses anciens fans pourraient le croiser aujourd'hui dans la rue sans même parvenir à le reconnaître. C'est incroyable. L'éclat de sa jeunesse s'est envolé, laissant place à quelque chose de bien plus profond. La mélancolie d'un homme qui a tout eu et a choisi de tout laisser partir. Sa transformation radicale n'est pas le résultat d'une décadence subie, mais bel et bien le fruit d'un choix personnel et délibéré. Robbie ne cherche plus à incarner l'idole, mais simplement l'homme qui a survécu à la célébrité. Dans un monde qui vénère la jeunesse, son visage fatigué raconte une toute autre histoire, celle de quelqu'un qui a compris que vieillir peut aussi être un acte de liberté absolue. Parlons de Jessica Simpson. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Jessica était une superstar incontestée, une blonde souriante avec une voix puissante et un visage d'ange qui captivait tout le monde. On nous l'a présentée comme la nouvelle fille américaine idéale, celle qui allait rivaliser directement avec Britney Spears et Christina Aguilera. Chaque clip vidéo, chaque couverture de magazine, chacune de ses apparitions rappelait que la pop pouvait, elle aussi, incarner une version de l'innocence parfaite. Jessica ne faisait pas que chanter. Elle jouait la comédie, brillait dans des télé-réalités et bâtissait un empire d'images. Mais la gloire est fragile et la perfection, impossible à tenir. Pendant sa grossesse, les caméras ne l'ont pas lâchée d'une semelle, pas même une seule seconde. Les magazines ont commencé à disséquer sa prise de poids et sa nouvelle silhouette, traitant la maternité comme si c'était un vulgaire spectacle. Les critiques l'ont frappé de plein fouet, là où ça faisait le plus mal. D'après ses proches, Jessica a développé une habitude compulsive de manger de la restauration rapide pour tenter de compenser le stress. Elle a fini par prendre plus de 30 kilos, a perdu des contrats et, pour la première fois, s'est sentie rejetée par ce moule qu'Hollywood lui avait imposé. Ce changement physique a eu de lourdes conséquences émotionnelles. Sa peau a perdu de son éclat naturel. Son estime d'elle-même s'est effondrée et son visage, jadis symbole de jeunesse, est devenue la preuve cruelle du temps qui passe et de la pression médiatique. Pourtant, Jessica n'a pas baissé les bras. Après l'accouchement, elle a signé avec un programme de perte de poids, s'est lancée dans une reconstruction physique et mentale et a réapparu totalement transformée. Aujourd'hui, sa beauté ne réside plus dans la perfection d'autrefois, mais dans l'honnêteté brutale de son histoire personnelle. Jessica Simpson reste une figure admirée, mais désormais pour quelque chose de bien plus puissant que sa voix ou son corps, pour avoir osé se montrer humaine face à un monde qui ne pardonne aucun changement. Checheo de Timbalada. Dans les années 90, Timbalada n'était pas juste un groupe, c'était un mouvement, une explosion de rythme, de couleurs et d'énergie venue du cœur de Bahia pour conquérir tout le Brésil. Et au milieu de ce tourbillon musical, deux voix brillaient intensément. Carlinhos Brown, le génie charismatique, et Xexeu, l'âme véritable du groupe. Sa voix avait du feu, son sourire une joie contagieuse. Il semblait impossible qu'un homme comme lui puisse un jour tomber. Mais la célébrité n'éclaire pas toujours. Parfois, elle brûle. Au fil du temps, alors que Carlinhos accumulait prix et contrats, Xexeu a commencé à perdre le contrôle. Les tournées incessantes, les fêtes, les nuits sans fin ont fini par laisser des blessures invisibles. D'abord, ce furent les médicaments, puis l'alcool,
Les addictions ont envahi sa vie comme une marée sombre, l'entraînant loin de la scène et de la lumière. En 2010 à 9, les caméras l'ont retrouvé, mais pas en concert. C'était dans les rues de Salvador, échevelé, édenté, le regard vide, demandant de l'aide. L'image était dévastatrice. L'idole de toute une génération s'était transformée en un homme complètement brisé. Pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quand sa situation dramatique a été rendue publique, le pays entier a réagi avec émotion. Les émissions de télé l'ont cherché, ses anciens compagnons lui ont tendu la main, et Xexeu a accepté la chose la plus difficile pour un artiste. Il est entré en cure de désintoxication, a affronté ses démons intérieurs, et petit à petit, aujourd'hui son visage n'est plus celui des années 90. Il est marqué par la vie, par les cicatrices de sa lutte, mais il y a quelque chose de différent dans son regard. Le calme. Après des années de tempête, Xexeu a appris qu'il n'y a pas de gloire plus grande que celle de continuer à vivre. Passons à Thiago Baldini. Durant les années 90, Thiago Baldini était l'un des visages les plus prometteurs de la télévision brésilienne. Il a débuté comme mannequin, conquérant campagnes de pub et podiums, jusqu'à ce que son charisme le propulse directement dans les telenovelas. Il a joué dans des productions de Globo comme Eta Mundo Bom sur SBT avec Carousel et aussi dans Les 10 commandements de la Record. Il avait la gloire, l'argent, les voyages, les admirateurs et cette sensation enivrante que le succès serait éternel. Mais au sommet, le vertige est plus violent. Baldini a commencé à s'entourer de mauvaises fréquentations, et ce qui n'était au départ que fêtes et célébrations s'est transformé en un véritable gouffre. Il a sombré dans la drogue, a perdu ses contrats, ses amis, et petit à petit, son image publique s'est effondrée en miettes. Des années plus tard, il a confessé dans une interview. « J'avais tout. L'argent, les voitures, les meilleurs restos, les plus beaux hôtels, et j'ai tout perdu à cause de mes vices. 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 » Sora, boussiste de Sozisisand. Pendant un certain temps, il a tenté de revenir à la télévision par le biais de petits boulots. Il a même décroché un contrat pour participer à une émission de caméra cachée. Et tout le monde pensait que c'était enfin le signe d'un nouveau départ pour lui. Mais hélas, le contrat a pris fin, et toute sa stabilité s'est effondrée avec lui, le laissant de nouveau sans rien. Très vite, on a commencé à le croiser dans les rues, essayant de vendre de l'eau au feu rouge ou, pire encore, mendiant simplement pour pouvoir survivre. Son visage, qui était autrefois un véritable symbole de jeunesse et de réussite éclatante, portait désormais les marques profondes d'une vie ravagée par l'addiction et le temps qui passe. Aujourd'hui, on se souvient de Thiago Baldini avec un mélange complexe de tristesse infinie et de respect. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a littéralement touché le ciel du bout des doigts avant de s'écraser brutalement et de connaître la dureté du sol. C'est une leçon silencieuse qui nous rappelle que dans le monde du spectacle, la lumière la plus éblouissante est souvent celle qui s'éteint le plus vite. Si cette vidéo vous a plu, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, laissez-moi le chiffre 0. Je vous remercie énormément pour votre honnêteté. Passons maintenant à Juliana Silva. À la fin des années 90, alors que le funk carioca a commencé à conquérir tout le Brésil, le nom de Juliana Silva brillait de mille feux sur les scènes les plus brûlantes de Rio de Janeiro. Elle était l'une des stars incontestées de la production Furacão 2000, cette véritable usine à rythme et à scandale qui a lancé toute une génération d'artistes. Son corps, son énergie débordante, son sourire tout chez elle étaient synonymes de succès absolu. Juliana dansait sur les plateaux de télévision, dans les défilés de carnaval, et elle possédait ce dont des millions de gens rêvaient. La gloire, l'argent et un avenir qui semblait tout tracé. Mais derrière ces lumières éclatantes se cachaient des ombres bien plus sombres, les fêtes interminables, les fréquentations dangereuses, et cette terrible solitude qui finit toujours par arriver une fois que les applaudissements s'éteignent. C'est dans ce silence pesant que Juliana a rencontré son pire ennemi, l'addiction. Ce qui n'était au début qu'une simple distraction occasionnelle s'est transformé en une véritable condamnation à mort. La drogue a pris le contrôle de son corps et de son esprit, et petit à petit,
Elle a absolument tout perdu. D'abord son travail, ensuite sa famille, et pour finir, elle a même perdu la garde de son propre fils. Pendant 5 longues années, personne ne savait où elle était, jusqu'au jour où sa mère l'a retrouvée à un coin de rue de Rio. Méconnaissable, maigre, les vêtements en lambeaux et le regard vide. Cette femme qui, autrefois, enflammait les scènes, errait désormais comme une âme en peine, perdue dans les ombres de la ville. En 2015, elle a été internée en cure de désintoxication. Ça ressemblait au début d'un miracle, mais les médecins ont été très clairs. Les dégâts étaient irréversibles. Si son corps a résisté, son esprit, lui, a lâché. Les caméras qui la traquaient autrefois pour filmer ses chorégraphies la cherchaient maintenant uniquement pour confirmer une tragédie. Aujourd'hui, son histoire résonne comme un avertissement brutal. Une femme qui a aidé à bâtir le funk brésilien a fini par être détruite par les excès de cette même industrie qu'elle a servie. Parlons de Felipe Martin. Dans les années 90, Felipe Martin était un visage familier dans tous les foyers brésiliens. Son interprétation de Tato, le fils du personnage d'Antonio Fagundes, a marqué les esprits. C'est dans la telenovela A Viagem en 1994 qu'il a été propulsé au rang de star. Avec son talent et sa présence, il est devenu l'un des jeunes acteurs les plus demandés de la chaîne Globo. Pendant 2 décennies entières, il a maintenu une carrière constante et solide, apparaissant dans de nombreuses productions et profitant d'une reconnaissance stable, sans jamais tomber dans les scandales ni les excès. C'était ce genre de célébrité tranquille, gagnée à la sueur du front, par le mérite et un grand professionnalisme. Mais comme cela arrive à beaucoup d'acteurs de sa génération, le téléphone a commencé à sonner de moins en moins. L'industrie a changé, de nouveaux visages ont envahi les écrans. Son tout dernier travail à la télévision remonte à 2008 dans Negocio da China. Après ça, l'acteur a décidé de faire quelque chose que très peu osent faire, partir de son plein gré. Il a déménagé à l'intérieur de l'État de Rio de Janeiro, a acheté une petite propriété et a commencé une vie simple, loin des projecteurs aveuglants. Aujourd'hui, à 62 ans, Felipe Martin s'occupe de son potager, vit entouré de ses chiens et enseigne le théâtre à un petit groupe d'élèves. Son visage n'est plus celui du jeune premier des années 90, c'est vrai, mais dans son regard, on lit une sérénité profonde, celle de quelqu'un qui a troqué le bruit de la gloire contre la paix de l'anonymat. Dans un monde où tout le monde cherche désespérément à être vu, Philippe, lui, a choisi de disparaître et peut être, pour la première fois, de se trouver vraiment lui-même. Durant les années 70, Marinho Chagas était une véritable légende vivante. Ses cheveux blonds flottaient au vent à chaque fois qu'il dévalait le terrain, et son talent pur avec le ballon a fait de lui l'une des figures les plus admirées du football brésilien. Il a joué pour les Náutico, pour les Botafogo, et il a défendu avec fierté le maillot de l'équipe nationale entre 1973 et 1974. Son style élégant, sa précision chirurgicale sur les coups francs et sa personnalité magnétique lui ont valu un surnom inoubliable, la sorcière blonde. À cette époque-là, le monde entier l'applaudissait à tout rompre. Les gamins rêvaient d'être comme lui et les femmes le poursuivaient avec dévotion. Mais derrière les lumières des stades, Marinho cachait une habitude dangereuse, l'excès. La célébrité lui avait appris qu'il n'y avait aucune limite. Même après avoir raccroché les crampons et pris sa retraite, il a continué à vivre la grande vie comme une véritable star. C'était un tourbillon de fêtes, de voitures de luxe, de bijoux étincelants et de bouteilles hors de prix. Il flambait son argent sans compter, comme si le succès était éternel et ne tarirait jamais. Mais le temps, tout comme le chronomètre d'un match qui avance inlassablement, ne s'arrête jamais, et lorsque les derniers applaudissements se sont tus, Marinho s'est retrouvé tragiquement seul, les mains vides. L'alcool est alors devenu son unique refuge. Au début, c'était seulement pour les week-ends, mais très vite, c'est devenu une habitude quotidienne, jour après jour. Ce qui était autrefois un symbole de célébration s'est transformé en une véritable prison liquide dont il ne pouvait plus s'échapper. Il a tout perdu, sa fortune, ses amis et même sa femme. Son corps d'athlète, jadis si performant, a commencé à se détériorer. L'idole dorée du football brésilien n'était plus qu'un homme anonyme, errant dans les ombres,
méconnaissable même pour ceux qui l'avaient autrefois adulé dans les stades. Marinho Chagas s'est éteint loin des projecteurs et des stades, sans fortune ni gloire. Mais son histoire survit, racontée avec ce mélange poignant de tristesse et de respect que l'on réserve aux génies autodestructeurs. Car au bout du compte, un rival sur le terrain? Non, il a perdu contre l'adversaire le plus implacable de tous, lui-même. Passons maintenant au prince William. Il fut un temps où le prince William était considéré comme le soleil radieux de la monarchie britannique, l'espoir doré de la couronne. Le monde entier l'a vu grandir sous l'œil des caméras. Fils aîné de la princesse Diana, ce petit garçon timide au regard doux avait clairement hérité de son charme et de son charisme naturel. À l'adolescence, il était décrit comme le prince le plus convoité de la planète. Il possédait absolument tout ce que promettent les contes de fées: la jeunesse, l'élégance, un destin tout tracé et un sourire qui semblait garantir l'avenir de la couronne. Mais hélas, la génétique ne se soucie guère des titres royaux. Au fil des années, le miroir a commencé à raconter une toute autre histoire, bien moins flatteuse. Tout comme son père, le roi Charles, William a commencé à perdre ses cheveux à une vitesse effrayante et implacable. Les couvertures de magazines, qui célébraient autrefois sa beauté, se sont mises à comparer sa calvitie naissante à celle de son père, avec des titres aussi cruels qu'inévitables. L'ironie du sort était flagrante. Le prince, qui avait hérité du grand cœur de sa mère, avait aussi hérité des cheveux de son père, ou plutôt de leur absence. Aujourd'hui, la quarantaine passée, William n'est plus ce jeune premier qui faisait soupirer les filles dans les années 90, mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux, de la présence et du caractère, et surtout une stabilité inébranlable. Son visage reflète désormais le poids des responsabilités et l'héritage colossal d'un royaume tout entier. La beauté s'est fanée, comme c'est toujours le cas, mais elle a laissé place à l'autorité sereine de celui qui comprend que même la royauté ne peut arrêter le temps. Sergio Handjakov. Au début des années 2000, Sergio Handjakov était l'un des visages les plus aimés de la télévision brésilienne. Son personnage de Cabeçao dans la série Malaçao, devenu un véritable phénomène culturel. C'était un gars drôle, exagéré, toujours fourré dans les problèmes, mais qu'il était impossible de détester. Pendant des années, il a incarné la jeunesse au Brésil, le pote un peu maladroit que tout le monde rêvait d'avoir. Cependant, lorsque son contrat avec Globo a pris fin, la célébrité s'est évaporée aussi vite qu'elle était apparue. Les rôles ont disparu, le téléphone a cessé de sonner, et la pression insoutenable de l'anonymat l'a poussé à chercher une issue loin du pays. Aux États-Unis, il a travaillé comme serveur, bien loin des projecteurs qu'il avait fait briller autrefois. Peu de temps après, les addictions ont commencé à prendre le contrôle de sa vie. De retour au Brésil, Sergio a été interné à plusieurs reprises dans des cliniques de désintoxication. En 2022, sa mère a révélé que le traitement serait long et que son fils luttait toujours pour retrouver le jeune homme joyeux qu'il était autrefois. Aujourd'hui, l'inoubliable Cabeçao de Malaçao vit loin de la télévision, marqué par les excès et le temps qui passe, mais il s'accroche encore à un espoir, celui de tout recommencer, même si cela doit se faire dans le silence. Parlons maintenant de Robert Smith. Dans les années 80, Robert Smith était le visage du romantisme sombre, l'icône absolue du rock gothique. Avec ses cheveux en bataille, son crayon noir autour des yeux et sa voix brisée par la mélancolie, il a su transformer la tristesse en art pur. Des chansons cultes comme Boys Don't Cry ou Just Like Heaven ont défini toute une génération qui trouvait une certaine beauté dans la mélancolie. Alors que d'autres artistes courèrent après la gloire et les paillettes, Robert offrait quelque chose de bien plus profond. Une authenticité et une esthétique qui semblaient venir d'un autre monde. Des décennies plus tard, le mythe reste, bien vivant, mais le temps a inévitablement laissé ses traces indélébiles. Ce qui est surprenant, c'est que Smith n'a jamais changé de style. Il s'habille toujours en noir, se maquille toujours et coiffe toujours ses cheveux ébouriffés qui ne parviennent plus à cacher ses cheveux gris. Pour ses fans, cette fidélité est presque héroïque, tandis que pour d'autres, c'est un refus d'accepter le temps qui passe. Son visage, autrefois pâle et énigmatique, est aujourd'hui plus bouffi, marqué par les années, et sa silhouette est devenue plus lourde, plus humaine.
Mais sa présence sur scène conserve cette aura unique, mêlant une étrange fragilité à une puissance incroyable. Aujourd'hui, Robert Smith ne ressemble plus vraiment au poète sombre des années 80, mais plutôt à un survivant de ce même mythe qu'il a lui-même forgé. Il a catégoriquement refusé de s'adapter, de rajeunir artificiellement, et n'a jamais voulu céder ni aux modes éphémères, ni aux bistouris des chirurgiens. Il a préféré rester fidèle à son image, même si le miroir a fini par se fissurer sous le poids inexorable du temps. Dans un monde où tout le monde est terrifié à l'idée de vieillir, lui a choisi l'inverse, vieillir sans s'excuser. Et c'est peu, être justement pour ça qu'il reste éternel. Ria Kilstead. Durant les années 80, Ria Kilstead était l'une des promesses les plus éblouissantes et prometteuses d'Hollywood. Avec sa chevelure blonde, ses yeux clairs et un visage qui semblait littéralement sculpté pour la caméra, elle s'était fait une place de choix dans des productions qui ont marqué toute une époque. Elle a joué dans des séries et des films cultes, elle a brillé de mille feux sur les tapis rouges et a incarné, pendant un temps, l'image de l'actrice parfaite, élégante, fraîche et éternellement jeune aux yeux du public. Mais dans l'industrie impitoyable du cinéma, la jeunesse n'est pas un don, c'est une exigence absolue et cruelle. Quand les offres ont commencé à se faire rares dans les années 90, Raya a désespérément tenté de conserver ce visage que le public avait tant adoré. Elle s'est soumise à des traitements esthétiques, des retouches et des chirurgies censées arrêter le temps. Puis, comme cela arrive souvent, le miroir a commencé à lui renvoyer une version déformée et inquiétante d'elle-même. En 2010 à 9, lorsqu'elle est revenue sur les écrans, son apparence a provoqué plus de choc et de stupeur que son jeu d'actrice. Sa peau trop tensa, son expression figée, son regard méconnaissable, les fans ne parlaient pas de son rôle, mais uniquement de sa métamorphose radicale. Beaucoup ont souligné que, faute d'argent suffisant pour entretenir ses interventions esthétiques, les résultats sont devenus visibles, voire presque grotesques. L'actrice, qui était autrefois synonyme de beauté naturelle et sans effort, a fini par devenir le symbole des excès d'Hollywood. Aujourd'hui, on mentionne à peine son nom, mais son histoire survit comme un avertissement dans la Mecque du cinéma. La peur de vieillir peut parfois être bien plus cruelle et destructrice que le passage du temps lui-même. Jenny Lee. À l'âge de 22 ans, Jenny Lee était l'une des femmes les plus recherchées et désirées de la planète. Son visage d'ange et son corps parfait avaient fait d'elle l'une des figures les plus populaires et emblématiques du cinéma pour adultes. Dans une industrie où peu atteignent la gloire, elle semblait inarrêtable. Elle avait l'argent, la reconnaissance et une beauté que la caméra adorait. Elle a même réussi ce que très peu d'actrices de ce milieu parviennent à faire: franchir les frontières du divertissement pour adultes pour apparaître dans des publicités et des séances photos conventionnelles. Elle semblait avoir absolument tout sous contrôle. Mais le vertige du succès ne pardonne pas. Quand elle a décidé de se retirer en 2009, elle a cru pouvoir recommencer une nouvelle vie. Pourtant, l'argent s'est épuisé, les opportunités se sont volatilisées et la solitude a commencé à la dévorer petit à petit. Les dettes accumulées, les mauvaises décisions et un environnement implacable l'ont finalement poussée à la rue. Avec le temps, Jenny Lee, cette femme qui fut un jour une icône de beauté, a fini par vivre dans les tunnels souterrains de Las Vegas, aux côtés de dizaines de sans-abri. Lorsqu'un documentariste l'a retrouvée en 2010 à 9, elle était maigre, négligée et presque méconnaissable. Mais elle parlait avec un calme troublant. Elle a confié se sentir plus acceptée sous terre, dans l'ombre, que lorsqu'elle vivait entourée de projecteurs et de caméras. Aujourd'hui, son histoire continue de circuler sur les réseaux, mêlant fascination et profonde tristesse. Les fans qui l'ont autrefois admirée à l'écran ont peine à croire à son destin tragique, parce que Jenny Lee incarne une vérité brutale. La gloire peut disparaître aussi vite que la beauté s'efface. Et parfois, quand le monde entier vous oublie, le seul refuge qui reste se trouve dans l'obscurité. Eduardo Tornaghi. Durant les années 70 et 80, Eduardo Tornaghi était le genre d'acteur qui faisait soupirer tout le Brésil. Élégant, doté d'un regard profond et d'une voix grave, il était l'un des grands noms incontournables du cinéma et des telenovelas de son époque. Il a participé à des productions emblématiques, travaillé avec les meilleurs réalisateurs
et son visage ornait les magazines, les couvertures et les campagnes publicitaires. À une époque où le rôle de jeune premier était tout, Tornaghi incarnait la perfection absolue. Talent, beauté et prestige. Mais comme beaucoup de sa génération, un jour, il a décidé de s'éloigner volontairement du bruit médiatique. Petit à petit, il a délaissé les plateaux de tournage, les caméras et les avant-premières glamour. Lorsqu'il est réapparu des années plus tard, son apparence a surpris tout le monde. Il portait une longue barbe, des cheveux gris et affichait une expression sereine, presque mystique. Certains n'arrivèrent pas à croire que cet homme âgé, à l'air bohème et au regard fatigué, était le même séducteur qui avait marqué toute une époque. Aujourd'hui, loin de la télévision, Eduardo Tornaghi consacre son temps à donner des cours de théâtre et de poésie dans des communautés et des projets sociaux. Il ne cherche plus ni les applaudissements ni la gloire, mais cette connexion humaine authentique qui lui manquait tant auparavant. Son vieillissement naturel, sans la moindre retouche, est devenu une sorte de déclaration silencieuse et puissante. La beauté ne se perd pas toujours, parfois elle change simplement de forme. C'était Aleph Del Moral. Au tout début des années 90, Aleph Del Moral s'imposait comme l'une des jeunes promesses les plus adorées de la télévision brésilienne. Il a fait ses grands débuts, alors qu'il n'était qu'un enfant, dans la célèbre telenovela Vamp, où il prêtait ses traits à Rubinho, le fils des protagonistes. Son sourire empreint d'innocence et son naturel désarmant face aux caméras ont totalement conquis le public, faisant de lui l'un de ces visages familiers que le pays tout entier reconnaissait. Il semblait destiné à un avenir radieux, avec du talent, de la gloire et une carrière toute tracée. Mais le destin avait malheureusement prévu un scénario bien différent pour lui. Au fil du temps, les opportunités à la télévision se sont raréfiées et Aleph a décidé de passer de l'autre côté du décor, travaillant désormais comme opérateur du son. Cependant, une bataille intérieure beaucoup plus difficile et insidieuse commençait à se jouer au plus profond de lui-même. On lui a diagnostiqué une schizophrénie, une maladie complexe qui a fini par bouleverser son existence du tout au tout. Il a abandonné ses traitements, a traversé de violents épisodes de crise et a même disparu pendant des mois, provoquant une angoisse terrible chez sa famille et chez ceux qui l'avaient tant admiré. Finalement, il a été retrouvé sain et sauf et est retourné vivre auprès de sa mère à Macaé, dans l'état de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, du haut de ses 46 ans, Aleph mène une vie paisible et médicalisée, bien loin du tumulte incessant du monde de la télévision. Sa famille veille sur lui avec une dévotion protectrice, vivant avec la peur constante qu'une nouvelle rechute ne vienne le faire disparaître à nouveau. Même s'il n'est plus ce petit garçon célèbre qui illuminait autrefois l'écran, Aleph a fini par trouver quelque chose de bien plus profond, la sérénité. Regis Pitbull. Au milieu des années 90, Regis Pitbull était considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien. Son style de jeu agressif, sa puissance brute et son caractère indomptable lui ont valu un surnom qui allait devenir sa véritable marque de fabrique, Pitbull. Il a débuté sa carrière au club commercial et, en très peu de temps, il a fait le grand saut vers l'Europe, où son talent a immédiatement attiré l'attention des entraîneurs et des supporters. Il semblait tout désigné pour devenir l'une de ces légendes intemporelles que le monde du football n'oublie jamais. Lorsqu'il est finalement revenu au Brésil, sa notoriété a littéralement explosé aux yeux de tous. Il a brillé sous les couleurs de Botafogo, a joué pour les Corinthians, l'un des géants du pays, et est passé par des clubs au Japon, en Turquie, conquérant les foules grâce à sa hargne inconfondible. Mais alors qu'il triomphait sur le terrain, sa vie personnelle, elle, s'effondrait lentement. La pression constante, les fêtes interminables, les mauvaises décisions et, inévitablement, l'addiction ont pris le dessus. Régis a été lourdement sanctionné après un contrôle antidopage positif, un signe avant-coureur de l'enfer qu'il s'apprêtait à traverser. La drogue et l'alcool l'ont brutalement éloigné du football, l'ont noyé sous les dettes et l'ont laissé totalement sans repère. Il est passé des stades combles aux rues désertes, des contrats millionnaires à la lutte quotidienne pour survivre un jour de plus. Mais en 2012, contre toute attente, il a pris la décision courageuse de se relever. Il s'est soumis à un traitement rigoureux, a réussi à vaincre la drogue et a signé de nouveau avec Ponte Preta, symbole de sa renaissance. Peu après, il a tiré sa révérence définitivement, choisissant cette fois la paix intérieure plutôt que la gloire.
Aujourd'hui, Régis Pitbull travaille à l'usine d'un ami et poursuit sa thérapie. Il ne cherche plus ni les applaudissements ni les gros titres. Il aspire seulement à la tranquillité. Si son corps porte les cicatrices de ses nombreuses batailles, son regard reflète quelque chose qu'il n'a jamais perdu, sa force vitale. Parce que le pitbull, qui rugissait autrefois dans les stades, se bat désormais en silence. Et même s'il ne marque plus de buts, il continue d'enchaîner les victoires, une à la fois. Des victoires, une à la fois. Des victoires, pas à pas, une à la fois. Régis Pitbull. Au milieu des années 90, Régis Pitbull s'imposait comme l'une des grandes promesses du football brésilien. Son style agressif, sa puissance et son caractère indomptable lui ont valu un surnom qui allait devenir sa marque, Pitbull. Il a commencé sa carrière au club commercial et a rapidement sauté le pas vers l'Europe, où son talent a captivé l'attention des coachs et des fans. Il semblait tout tracé pour devenir l'une de ces légendes dont le football se souvient éternellement. À son retour au Brésil, sa renommée a connu une ascension fulgurante. Il a brillé à Botafogo, a évolué au Corinthians, l'une des plus grandes équipes du pays, et a parcouru des clubs au Japon et en Turquie, séduisant les supporters avec sa grinta unique. Mais pendant qu'il connaissait le succès sur la pelouse, en dehors, sa vie partait lentement en lambeaux. La pression médiatique, les soirées, les mauvais choix et, finalement, l'addiction dévastatrice. Régis a été suspendu après un test positif lors d'un contrôle antidopage, le signal d'alarme de l'enfer qui s'annonçait.